Bien, bonjour à tous, je suis Victor Mondion, je suis conseiller départemental de la Haute-Garonne et je suis très heureux de vous accueillir ici au pavillon République du conseil départemental au nom de notre président Sébastien Vincini. Je crois que c'est la première fois qu'on vous accueille ici, j'ai trouvé, au département, dans les lieux de l'hôtel de ville du département, puisque c'est une occasion d'être partenaire maintenant depuis de nombreuses années du festival, qui se termine maintenant dimanche. Et c'est vraiment un plaisir d'être un des partenaires incontournables du Festival Groland. Voilà, donc d'habitude c'est une salle qu'on réserve au concert ou au débat, ça tombe bien. Aujourd'hui, je crois qu'on va parler de censure, c'est bien ça. Si j'ai bien compris, donc c'est les derniers réfractaires au rugby qui sont présents ce soir. Peut-être que ça terminera avant le match, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Je sais que vous avez ce soir des débatteurs de qualité. Je ne doute pas sur la qualité du débat qui va vous être présenté. Et je le redis, c'est pour nous une fierté de pouvoir accueillir des événements culturels sur l'ensemble de notre département. Vous êtes un festival, on va dire, plutôt inclassable. Et c'est un plaisir de vous accueillir chaque année. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous souhaite à nouveau la bienvenue et je vous souhaite un excellent débat avant de laisser la parole à votre directeur. Merci. Bien, merci beaucoup au nom de toute l'équipe d'organisation du FIFIGRO. Merci au conseil départemental de nous accueillir. Effectivement, on avait déjà été hébergé à la MJC Roguet pour des séances de projection et des débats, mais c'est la première fois qu'on est ici au pavillon République. Et le pavillon République porte bien son nom dans le cadre du débat que nous allons avoir ce soir, puisqu'en fait, le FIFIGRO, Festival international des films grolandais de Toulouse, a comme fil directeur, comme volonté, de promouvoir les supports de communication et les supports artistiques, que ce soit le cinéma essentiellement, mais aussi la littérature, mais aussi des concerts, mais aussi des projections, mais aussi des expositions, basées sur la critique sociale, l'impertinence et l'humour. Voilà. Et depuis, à la base de ça, on est à la 12e édition du festival, nous avons rendu hommage lors de thématiques à des gens qui, dans les années 60, dans les années 50, dans les années 70, ont mené un combat acharné contre la censure. On a parlé d'Harakiri, bien évidemment, de l'esprit d'Harakiri. On a parlé d'auteurs comme Topor, comme Jean-Yann, etc. On a parlé du groupe Panique, des gens qui ont été victimes de la censure d'État, interdiction de publication, interdiction d'émissions de télévision, passage fréquent devant la cour de je ne sais plus comment elle s'appelait, qui était cour de justice à Paris, qui était spécialisée dans les affaires censure et dans la censure notamment dans l'édition. Et aujourd'hui, il apparaît dans l'actualité qu'il y a de plus en plus de demandes d'annulation ou d'interdiction d'œuvres ou d'expositions, etc. Que ce soit de la part de ce qu'on va appeler le camp obscurantiste, voilà, des gens qui interdisent, qui ont fait des manifestations devant les cinémas contre, je vous salue Marie de Godard, des gens qui ont défilé avec des moines intégristes devant le théâtre Garonne contre des pièces qui leur semblaient tout à fait iconoclastes, et de l'autre côté des demandes d'annulation, d'interdiction de films, d'interdiction d'exposition. Et donc, dans ce moment d'extrême, enfin ça c'est une opinion personnelle, d'extrême confusion par rapport à ça, nous avons en plus les exemples de ce qui se passe dans d'autres pays quand l'extrême droite arrive au pouvoir, notamment en Espagne, on en parlera, l'arrivée de Vox au pouvoir dans certaines régions, l'extrême droite espagnole, alliée avec la droite classique, le Parti populaire. La première chose, c'est des interdictions de publication, des suppressions de subventions, tout ça parce que ça ne respecte pas l'ordre moral. Donc tout ça, il y a un débat à avoir.
Et ce qu'on espère, je ne sais pas si on y arrivera, c'est que chacun donne son point de vue. Bon, c'est une bonne chose, c'est très bien, mais c'est pas très productif. Par contre, si nous tous, ici, autant que nous sommes, j'ai parlé tout à l'heure du camp obscurantiste, je pense que nous sommes dans le camp opposé, et donc c'est peut-être intéressant de voir quelles sont les possibilités de dialogue et de compréhension pour éviter d'être dans la confusion lors des combats futurs. Je vous remercie, et je remercie l'ensemble des intervenants, et je remercie Jacques Rochefort qui a bien accepté de nous cette tâche périlleuse de faire la modération du débat, et encore merci au Conseil départemental. Bonsoir à tous et à toutes, et je ne vais pas répéter ce qu'a dit Gérard. Je remercie encore le Conseil départemental de nous accueillir pour ce débat, cette rencontre dans le cadre du FIFIDRO. Alors, avec nous pour je dirais, discuter, donc, je dirais, de gauche à droite, si je puis dire, François Gaudichaud, qui est chercheur, historien, membre de Framespa à l'Université Toulouse Jean Jaurès, Bernard Joubert, qui a écrit de nombreux ouvrages sur la censure, Floréal, qui est membre à la fois des éditions Le Bout de la Ville et membre de l'équipe de l'Envolée. Je vous passerai ensuite le micro pour vous présenter davantage. Yves Frémyon, qui est un historien de la BD, écrivain, qui fut député européen de 1989, je crois, à 1994, et ensuite d'ailleurs membre du Conseil régional d'Île-de-France de 1998 à 2010. Au titre, vous apparteniez à ce moment-là au Vert, et vous êtes aussi, ce qui pour nous, pour certains ici d'entre nous dans la salle, est important, régent du collège de pataphysique. À ma droite, donc, les membres de l'équipe TransPD Gwyn, et je vais peut-être commencer par vous pour vous laisser vous présenter. On n'est pas juste les représentants de la communauté TransPD Bigouin, on a un rôle bien particulier. On est un collectif d'archives qui se situe à Toulouse, qu'on a oublié de nommer dans la communication de l'événement. Du coup, je le rappelle, on est là en tant que collectif d'archives. Voilà. Donc ce collectif, il a un peu plus d'1 an maintenant, avec pour objectif de collecter, conserver et valoriser les mémoires et les vécus trans-PD, bigouin et intersexes locaux à Toulouse, et de faire du lien avec les autres centres de mémoire et bibliothèques LGBT de gauche. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? On a été invité à cet événement pour discuter avec vous. Et du coup, nous, on se situe du côté militant de la force, puisque on n'est pas forcément universitaire. En tout cas, ce collectif n'est pas une association universitaire scientifique. Voilà, on est dans le fer. Merci beaucoup. Oui, j'avais une petite proposition pour faire des tours. C'est un rituel qui est souvent proposé dans les milieux zététiques, sceptiques, qui est de se présenter en faisant le lien avec possiblement les intérêts financiers ou les intérêts de gain de réputation qu'on peut avoir à prendre telle ou telle position dans un débat. Moi, je trouve ça assez intéressant pour pouvoir montrer un peu comment est-ce qu'on se positionne, et aussi peut-être illustrer des biais qu'on pourrait avoir, parce que on en a tous là, et du coup, ça peut aider à la compréhension. Donc je vais commencer. Moi, je fais partie des archives que cette personne a très bien décrit, et aussi je fais partie d'une association qui s'appelle La Grande Horizontale, et qui est vraiment focalisée sur la pornographie et les droits des travailleurs du sexe en règle, enfin, plutôt précisément, et de personnes minorisées en règle générale, qui a vraiment été victime de censure massive de la part des GAFAM, donc qui a altéré très fort le travail.
Et j'ai aussi fait partie de la co-organisation de ce qui s'est passé au théâtre Sorano, ici à Toulouse, et qui a déclenché une censure. Les médias ont décrit que c'était quelque chose qui était revendiqué par les personnes trans qui contestaient le fait que des personnes cisgenres jouaient une pièce de théâtre qui avait été écrite par une personne trans. Ce n'est pas ce qui avait été revendiqué, et je tiens à le souligner. Et je pense que de pouvoir décrire ce qui se passe vraiment de l'intérieur, ça peut peut-être aussi aider à pas partir complètement en steak dans l'émotionnel pour juste rester sur des faits. C'est là où je peux apporter des choses. Merci beaucoup. Peut-être Floréal, peux-tu compléter ce que j'ai dit en te présentant? Avec plaisir. Donc Floréal Klein, moi je suis éditeur, les éditions du bout de la ville, ça existe depuis 2012. Parallèlement à ça, je suis dans le comité de rédaction d'un journal qui s'appelle L'Envolée, qui existe depuis 25 ans. C'est un journal d'opinion des prisonnières, des prisonniers, des trans aussi incarcérés, là, bien sûr. Voilà, c'est le seul journal qui existe en France, qui est l'objet de multiples censures. Quand je dis censure, c'est pas une censure globale dehors, c'est-à-dire ce journal qui est là, il peut tout à fait circuler dehors, hein. Mais par contre il est l'objet de la censure de l'administration pénitentiaire. On reviendra là-dessus, voilà. C'est parce que toutes les paroles ne se valent pas, n'est-ce pas? Donc là, ce qui est censuré généralement, je commence à le dire aujourd'hui, mais maintenant, mais je le redirai plus tard, c'est vraiment la parole des prisonniers, des prisonnières, des trans incarcérés. C'est ça qui pose problème à l'administration, beaucoup plus qu'un propos sur la prison. Voilà, donc ça, j'introduis déjà un petit élément dans la discussion. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous trois veut déjà prendre la parole? Oui, mais pour reprendre au vol la proposition d'Adélie, je me pose la question du coup à moi-même. Intérêt, je sais pas, peut-être, intérêt financier ou réputationnel, on va dire. J'ai pas fait beaucoup de pub auprès de mes collègues universitaires sur le fait que... non, parce que j'ai pas eu le temps, j'en vois assez peu ces temps-ci, parce que je suis en sabbatique, mais de participer au Fifi Gros, ça serait plutôt un contre-intérêt, au sens où il y en a certains, ça peut leur paraître sympa, et d'autres, qu'est-ce que tu fais là? Je pense que ça va être plutôt... ça, je leur en parlerai après. Et sur la question de la censure, non, participer à un débat sur la censure, ça fait partie des attendus, je pense, d'historiens du contemporain. Donc de ce côté-là, pas d'engagement particulier, si ce n'est peut-être que dans ce pays de bouffe après. Bernard, Yves. Quelle est précisément la question à laquelle je suis? Quels sont tes intérêts dans cette affaire? Présent ici, à venir rire au Fifi Gros, comme je viens depuis plusieurs années. Et justement, la première fois qu'ils m'ont fait venir, c'était pour une conférence sur la censure de la littérature érotique, parce que je vais sortir un livre là-dessus. Ensuite, je vais faire une conférence sur la censure de la bande dessinée. J'ai fait une conférence sur le P dans la bande dessinée, qui est devenu un livre, mais il est fini par apporter là. Et ça a pris naissance au Fifi Gros. Mais mon intérêt est simplement de voir des copains ici, mais ça ne va rien me rapporter. Si c'était ça la question, non. J'aurais pas plus de notoriété après avoir participé à ce débat, non. Yves Frégnon. Moi, je pourrais avoir plein d'intérêt à être ici. D'abord, j'ai un livre à promouvoir. Non, je plaisante. Je sais pas, non, moi j'ai eu tellement de copains au Fifi Gros où je veux venir depuis des années et je ne peux jamais parce que c'est une date pas possible pour moi. Cette année, ils m'ont invité. Alors, je n'ai pas pu faire autrement. Mais c'est vrai que j'aimerais bien venir chaque année parce que y a un état d'esprit que j'aime bien, un état d'esprit qui est à la fois
une combinaison de subversion et d'humour qui est très exactement ce qui est la base de ma propre vie. Donc j'ai très envie d'être ici, de participer un peu à tout. Et puis il y a un côté joyeux que j'aime bien. Enfin là il pleut, alors la joyeuseté n'est pas très évidente. Mais voilà, autrement intérêt, attendez que je me fous de l'intérêt. Voilà. Bien. Alors peut-être pour débuter notre rencontre, enfin pour rentrer dans le vif du sujet, une introduction, je dirais, très, très factuelle en quelque sorte. 18 juillet 2023, Gérald Darmanin décide de censurer un ouvrage de Manu Cos aux éditions Thierry Magnier qui s'appelle Bien trop petit, qui était réservé, je dirais, ou destiné aux ados de 15 ans, et il exprime l'idée de l'interdire à partir de les moins de 18 ans, sachant que les compétences, je dirais, en matière de culture du ministère de l'Intérieur sont relativement, je pense, limitées, notamment du côté de la liberté de création. On se souvient d'ailleurs par le passé qu'un nommé Jean-François Copé, président de Feu l'UMP, s'était offusqué de l'ouvrage qui était paru aux éditions de Rouergue en 2011 qui s'appelait Tous à poil. Et puis, les choses se sont poursuivies un peu, pour prendre d'autres exemples. On sait que est toujours interdit, je crois, Suicide, mode d'emploi de Claude Guillon. On sait que Nathalie Gendreau et Guillaume Meurice se sont vus bloqués par le groupe éditorial Editis, qui est d'ailleurs présidé par Vincent Bolloré, alors qu'ils devaient éditer un ouvrage qui s'intitulait Le fin mot de l'histoire de France en 200 expressions décapantes. Que sur Facebook aussi, par exemple, un professeur des écoles en 2018 avait eu son compte désactivé parce qu'il avait publié la photo du célèbre tableau de Gustave Courbet, L'origine du monde. Alors, je rappelle, avant de passer la parole à nos intervenants, qu'il faut peut-être faire dans le droit français une différence entre la liberté d'opinion, qui, elle, ne peut pas, je dirais, on ne peut pas intervenir dessus, et la liberté d'expression, qui sont deux choses différentes. La première n'est pas régulée, alors que la seconde est loin d'être absolue, et tombe souvent sous le cadre de la loi, et donc il est interdit, par exemple, de proférer des propos haineux, racistes, sexistes ou xénophobes. Et donc, alors que nous sommes dans une époque où la parole se libère de plus en plus, donc certaines personnes crient, et groupes crient à la censure. Alors, je me tourne vers Bernard Joubert pour lui demander, et pour vous demander à tous de réagir à cela, mais qu'en est-il au fond de la censure aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire qu'elle ressemble au fond, ou qu'elle est dans la continuité de ce que nous avons connu par le passé, ou est-ce qu'on assiste là à une autre manière de censurer, si je peux dire? Ok, alors tout à l'heure, j'avais rien à dire sur moi pour me présenter, mais alors là, j'ai plein de choses à dire sur ce que vous venez de dire. Donc, vous faisiez une différence entre liberté d'opinion et liberté d'expression, ça c'est intéressant, mais un concept qui a quelques années, mais enfin une dizaine d'années, une quinzaine d'années, qui est intéressant à décrire en ouverture de nos débats, c'est la différence entre la liberté d'expression et la liberté de création. C'est quelque chose qui est encore différent. Il existe même une loi spécifiquement sur la liberté de création, c'est-à-dire les œuvres de fiction. Est-ce qu'une peinture, c'est la même chose qu'un discours politique? Est-ce qu'un film, c'est la même chose que quelqu'un qui distribue un tract avec ses opinions politiques dans la rue? Une différence de réception, c'est l'interprétation qu'on va faire d'une œuvre qui doit primer sur le sens que la personne avait voulu lui donner. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué, la liberté de création.
Et alors, pour en venir à l'actualité de Darmanin, là, ça c'est vraiment un sujet que j'ai passé ma vie à travailler. Il a interdit aux mineurs ce livre que j'ai lu, ce roman, avec une loi qui date de 1949. Et cette loi, j'avais fait un dictionnaire sur toutes les publications, livres et journaux qui ont été touchés par cette loi depuis 1949. Il y avait 4900 titres. C'est énorme. Hein. Je vous en citerai des milliers, et vous n'en auriez jamais entendu parler. C'est des trucs obscurs qui ont disparu. Bon, il y en a quelques-uns qui sont restés dans la mémoire, comme Harakiri, et puis Harakiri Hebdo, avec l'interdiction à la mort de Gaulle, balle tragique à Colombey. Le journal Détective aussi avait été interdit dans les années 70. Mais elle n'était plus utilisée depuis... pour un roman, je dirais que c'est depuis 1992. C'est un roman porno qui avait été interdit à l'époque. Et elle était vraiment tombée en désuétude en 2011. Mon dictionnaire se termine en 2011. Voilà. Et depuis, il y avait eu un arrêté une fois en 2019. Et voilà, ce truc de Darmanin. Donc, c'est vraiment un truc qui était mort. La loi existait toujours. Moi, j'étais d'avis qu'on la supprime, mais ça restait dans les placards, du code pénal, en disant ça peut servir un jour, et voilà, ça sert un jour. Ça, par contre, je ne sais pas si ça veut dire ça y est, on la réveille et on va la réactiver, ou si c'est parce que Thierry Magnier est un éditeur un peu réticent aux demandes de la commission. Il y a aussi une commission de surveillance qui fonctionne avec cette loi, qui examine les livres, qui convoque les éditeurs, et Thierry Magnier répond toujours qu'il est éditeur, il édite ce qu'il veut, et qu'il ne tient pas compte de leurs avis. Donc c'était peut-être une manière, lui spécifiquement, de le remettre au pas en zappant la justice, parce que normalement, un éditeur pour la jeunesse, selon la loi, doit être poursuivi en justice. Là, c'est une décision administrative qui a été prise par Darmanin, c'est-à-dire qu'on a écrit à l'éditeur en lui disant « nous avons l'impression de l'interdire », aux mineurs, enfin, comme c'est un livre destiné aux adolescents, c'est quand même vraiment fort de leur faire ça. Parce que quand on interdit aux mineurs un bouquin porno, l'éditeur s'en fiche complètement. Il a juste répondu par courrier que, voilà, non, son livre, il le destine aux mineurs, et puis ça se limite à ça. Il n'y a pas eu d'avocat, il n'y a pas eu... S'il y avait eu un procès, il aurait certainement gagné son procès, parce qu'on lui aurait dit, vous êtes dangereux pour les mineurs. Il aurait pu très facilement prouver que son bouquin est fait au contraire pour aider les adolescents entre 15 et 18 ans à aborder la sexualité, à comprendre ce qu'est la pornographie, voilà. Et donc, un juge ne l'aurait pas condamné. Le fait d'utiliser la méthode administrative, ça a toujours été un moyen de zapper la justice, et c'est encore, on va en venir peut-être en parlant de pornographie avec la loi qui est actuellement débattue. Jusqu'à présent, la pornographie sur Internet relevait d'un article de loi qui s'appelle l'article 227-24. C'était la justice qui devait s'appliquer avec la loi qui est en train d'être discutée. Ça va être une décision administrative. Une façon aussi de ne plus passer par un juge où on n'est pas sûr de gagner. Là, on dit voilà, on vous coupe l'accès en France et c'est fait. Et en plus, c'est secret. La justice, c'est public. Là, quand je dis c'est secret, il n'y aura pas de parution en journal officiel. On ne saura pas quels sites vont être bloqués. Alors bon, ça va être des sites pornographiques dans un premier temps. Mais qu'est-ce qui est pornographique, c'est encore à le définir. Et puis on commence par la pornographie. Historiquement, on a toujours vu que voilà, ça progresse, et puis il va y avoir autre chose, et puis autre chose, et puis c'est dans l'engrenage de la censure. Yves. Oui, moi je ne suis pas sûr d'avoir envie de partir dans cette direction pour le débat de ce soir. Moi j'ai envie de parler du changement majeur qui se passe depuis la naissance du XXIe siècle. Bon, c'est le sujet du bouquin, puisque j'ai répertorié dans ce livre, dans le monde entier, toutes les formes de censure, de toute forme d'image, depuis le 1er janvier 2000 au 31 décembre 2020. Et j'ai constaté, parce qu'on avait déjà fait un livre avec Bernard il y a quelques années là-dessus, qu'il y a beaucoup plus de censure au XXIe siècle qu'il y en a eu, disons, au moins dans la moitié du XXe siècle. Mais ce ne sont pas les censures dont on vient de parler. Comme l'a expliqué Bernard, les lois de censure en France tombent plus ou moins en désuétude. L'épisode Darmanin
c'est un épiphénomène qui disparaîtra avec Darmanin, c'est-à-dire dans quelques mois, donc c'est pas si important que ça ce soir. Par contre, l'essentiel de la censure aujourd'hui vient des groupes de passion, et ces groupes de passion s'expriment d'abord par Internet. L'arrivée d'Internet a multiplié d'une manière considérable, pas la censure en elle-même, elle a multiplié les désirs de censure de gens qui, parce qu'ils peuvent se planquer derrière un anonymat qu'on ne peut pas identifier au niveau juridique ou au niveau politique, se permettent toutes sortes de discours complètement toxiques, de dénoncer la moitié de l'humanité, de dénoncer les artistes, de dénoncer tout ce qui était jusqu'ici paraissait anodin. Et à cause de l'ignorance crasse, à mon avis, de ce qu'est Internet chez la plupart des décideurs, les impressionne tellement qu'ils obéissent. Quand quelqu'un résiste à des milliers d'envois par Internet, d'insultes, de menaces de mort, quand quelqu'un décide de ne pas brancher, il ne se passe rien. Il y a une exception évidemment, c'est sur les islamistes intégristes, où là, vous savez ce qui s'est passé, je ne reviens pas. Mais à part cet exemple, jusqu'ici, tous ceux qui ont résisté, il ne s'est rien passé. Donc, ils arrivent à provoquer une autocensure qui est absolument mais délirante. C'est-à-dire, une mère de famille proteste contre quelque chose dont ses fantasmes à elle l'a touché, et d'un seul coup, vous avez des bibliothèques qui retirent des livres, vous avez des éditeurs qui ne publient pas un livre, vous avez des pièces de théâtre qui s'arrêtent, enfin, ça devient un délire total. Parce que si des gens comme moi se mettaient à dénoncer ce qui, moi, me choque, et qu'on m'obéisse, je peux vous dire que la société, elle serait changée. Hein. Vous n'auriez pas la même chose. Sauf que on a le droit d'être choqué. Moi, dans ce bouquin, je republie évidemment les images que j'ai repérées comme ayant eu des ennuis ou des tentatives. Il y en a qui me choquent complètement. Et ça ne me viendrait pas une seule seconde l'idée de demander qu'on les supprime, qu'on les interdise, qu'on mette en prison la personne qui l'a fait, qu'on l'égorge au coin d'une rue, parce que mon livre se termine par le portrait de tous les gens qui ont laissé leur peau à cause de ça. Pas que les gens de Charlie Hebdo. Et donc, cette toxicité amenée par Internet est terrifiante, et à un moment, il faut engager le combat contre ça. Et je pense que ce livre a été fait pour ça. Je pense que tout le travail que font un certain nombre de gens qui travaillent sur la censure, comme Bernard, ce sont des gens qui expliquent que la censure, et ça c'est la base de ma pensée à moi, la censure est toujours un acte d'extrême droite. Et quand elle vient de gens d'extrême gauche, c'est encore pire, parce qu'ils sont en train de virer à l'extrême droite. Parce que qu'est-ce que c'est que la censure? La censure, c'est ferme ta gueule, tais-toi, n'existe pas, disparaît, que ton œuvre soit brûlée, c'est ça. C'est une espèce de chasse aux sorcières insupportable. Si on n'est pas content d'une image, on répond par une image. Si on n'est pas content d'une idée, on combat l'idée. On écrit des bouquins, on parle dans les médias, on se bat. On combat les trucs comme ça. C'est comme ça qu'on combat le racisme. C'est comme ça qu'on combat l'homophobie. C'est comme ça qu'on combat toutes les discriminations qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui m'énervent, donc qui m'énervent comme vous. Mais moi personnellement, je ne suis pas pour qu'on essaie d'éliminer la personne. Je suis pour qu'on la combatte. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi, je ne dis jamais à quelqu'un ferme ta gueule. Mais cela dit, je n'aime pas qu'on me le dise. Tu vas fort direct, on a dit on y allait mollo Yves. Hein. Du coup, je vais devoir répondre à la même hauteur, on est d'accord? C'est un débat, tu sais. On est ok? Bon, alors on y va. Allez, c'est parti. Ok. Alors, déjà, moi je trouve que minimiser le poids politique qu'a Darmanin et co en ce moment, je trouve ça un peu grave. Parce que ce qui se passe avec la loi qui est décrite, qui s'appelle le projet de loi SREN, qui est sécuriser et réguler l'espace numérique, qui fait 406 pages, c'est quand même un gros pavé, qui est toujours axé, encore une fois, comme la littérature dont on a parlé juste là, autour de la protection des mineurs. Elle va chercher à réguler quoi? L'âge pour pouvoir entrer dans un site. Ça part de là. Bah ouais, c'est pas une mauvaise idée, why not?
Sauf que pour ça... Ah, sauf que pour ça... Je ne comprends pas très bien tout ce que tu dis. Je ne sais pas si la salle comprend. La salle comprend? Est-ce que c'est parce que c'est pas... Tu veux que j'articule plus comme ça? Ok, parce que je parle à toi. Hein. Alors, pour essayer de gérer qui c'est qui est majeur, qui c'est qui est mineur, pour rentrer dans un site pornographique, il va y avoir des moyens qui sont mis en place, qui sont un peu flous pour l'instant. La loi ne propose pas vraiment de moyens précis, qui seraient par de la biométrie, donc la reconnaissance faciale, des cartes bancaires, quand même hyper problématique. Et plus inquiétant encore, c'est que cette interdiction, donc, elle passe pas par le judiciaire, comme avant, par un juge, mais elle passe par l'ARCOM, donc, qui est l'autorité de régulation de la communication visuelle et numérique. Et ça, c'est un contournement de la justice qui, dans un état de droit, est vraiment extrêmement problématique. Oui, quand c'est des plateformes pornographiques, on peut comprendre que c'est un peu aisé à pouvoir appliquer, sauf que ça s'applique aussi aux réseaux sociaux, qui ne comportent pas que du porno. Et là, c'est les algorithmes et les entreprises privées, Facebook, etc., les GAFAM, qui vont être à la charge de repérer quelles sont les images pornographiques. Et à l'intérieur de ça, il y a tous les contenus militants, tous les mots-clés, la prévention sexuelle, les bouts de fesses qui dépassent, les personnes grosses qui se mettent en crop-top. Enfin, moi, je suis au CA aussi de Griselidis, qui est une association pour les droits des travailleurs du sexe. On fait des maraudes virtuelles, on va chercher des TDS pour les repérer, pour aller les soutenir. Comment on fait avec cette loi-là? On ne peut pas. La grande horizontale, c'est fini. Les archives, c'est pareil. Donc, tous nos mots-clés, toutes nos diffusions, en fait, on n'aura pas accès. Et ici, ça concerne le porno, mais hier, ça concernait avec la loi Avia. Et là, on n'a pas trop entendu les personnes qui défendaient, qui étaient contre la censure, en fait, se rebeller contre ça. Et là, c'est vraiment des institutions qu'il faut combattre. C'est axé autour du terrorisme, là des violences urbaines, de la haine en ligne. En fait, à chaque fois, ça s'articule autour de protection, de la protection, ce qui est absolument faux. Et nous, on a vraiment cette expérience directe de la censure, où notre parole, elle n'est pas contestée, mais elle est effacée. Là, moi, tout le travail que j'ai fourni avec la grande horizontale, il est effacé. On n'y a plus accès parce qu'on avait des vidéos avec 3 bouts de fesses. Je continue, je lance, parce que je réponds d'une lancée par une lancée. Moi, je crois profondément au pouvoir d'influence de l'art. C'est de l'art, des artistes. Incarner ou créer des représentations, c'est participer à la structuration des imaginaires collectifs. Là-dessus, je pense qu'on peut être à peu près d'accord. Des imaginaires collectifs que nous, on se prend dans la gueule en pleine face au quotidien, en tant que personnes minorisées, et dont les artistes ont une responsabilité. Et ils ont une responsabilité, mais ils ne sont pas pour autant en dehors, en apesanteur du champ social. La neutralité créatrice, c'est un mythe. Toutes les bouches, elles ont une odeur, et tous les mots qui en sortent, ils ont un trajet. Ils arrivent quelque part. Et tenir des propos antisémites avec brio, avec humour, ou en comédie musicale, ça en fait pas moins des propos antisémites. Et parce que un artiste ou une artiste pèse dans la vie sociale, et moi j'y crois, je pense que c'est fort comme place, c'est à travers sa réputation qu'on va essayer de le viser. Et c'est un peu comme le principe de la Pride, où on exhibe de manière assez spectaculaire des notions de fierté, alors qu'on pourrait être fier d'un truc qu'on n'a pas choisi. En revanche, la désignation par la honte, ce qu'on cherche à faire, qui n'est pas de la censure, qui est de la contestation, c'est avant tout une arme politique de défense. Et utiliser des armes politiques, ça ne fait pas de nous des meurtriers ou des meurtrières en puissance. Ce que je disais quand on s'est rencontrés, la censure, c'est un outil politique, comme un couteau. Un couteau, ça peut servir à libérer une personne de ses lianes, ou à truander son voisin, ou à couper du concombre. Mais il y a quelqu'un derrière qui la tient. Il y a quelqu'un derrière les censures. Et plutôt, nous, on va essayer de voir qui c'est qui tient le pouvoir de la censure. Et la surestimation du préjudice, c'est une notion qui pose le fait que c'est un moyen rhétorique pour faire passer un conflit pour une agression. Et quand on conteste, quand il y a des féministes qui viennent faire une manif pour dire on n'est pas d'accord avec la place que prend cette personne dans notre société et qui essaie d'exercer un contrôle culturel. Toutes les sociétés ont des contrôles culturels et c'est bien de regarder quels sont les nôtres. Ça, je suis complètement d'accord. En revanche, si Bastien Vives était venu là, parce qu'il a été
de ce que j'en ai compris, invité. Qu'est-ce qui se serait passé? Il y aurait un conflit, il y aurait une réaction conflictuelle, qui n'est pas une agression. Et de mettre sur le même plan la censure qu'exerce l'extrême droite ou Darmanin, Enco, cette espèce de puritanisme absolument éhonté, et nous, ça ferme le dialogue. Si vous nous empêchez de délivrer ces contestations, ben on crie, on gueule. Et du coup, vous êtes aussi responsable, voire proactif, dans nos radicalisations. On est obligé de passer par là et de faire foi. Et j'irai même plus loin, c'est que quand vous cherchez à empêcher l'expression de nos revendications, ben en fait c'est un système qui se mord la queue, c'est que vous nuisez à nos libertés d'expression en fait. Et vous cherchez à nous censurer aussi. Du coup on fait quoi? On fait une espèce de vase communicant de qui censure qui censure qui. On a des choses à dire. Il faut nous écouter là-dessus. Parce que l'extrême droite, elle existe, elle nous arrive dans la tronche. Et l'extrême droite qui nous arrive dans la tronche, elle ne va pas faire la différence entre nous et vous. Et je pense qu'on va être en première ligne, c'est sûr, bon, nous, voilà, on est en première ligne, mais vous n'êtes pas loin derrière. Et on a plutôt intérêt à trouver des moyens de s'armer contre ça et d'arrêter de faire ces amalgames-là. Voilà. François, peut-être, tu as le micro sous l'envolée. Sous l'envolée, non, c'est envolé. Alors oui. Et le droit aussi. Réaction peut-être juste avant de te donner la parole, pardon. Et est-ce qu'au passage tu peux aussi, puisque tu es un spécialiste un peu de l'histoire de l'Espagne et que tu travailles sur ces questions-là, nous faire part, je dirais, de ce qui se passe ou de ce qui advient lorsque la droite et l'extrême droite s'allient. Je pense à Alicante par exemple, où j'ai pu lire que ce que j'appellerais les politiques culturelles, comme on dit entre guillemets, sont malmenées. Et peut-être une première réaction à ce qui vient de se dire. Oui, plutôt. Parce que, en fait, il y a quelque chose qui m'a intéressé dans ce qu'a dit mon voisin, c'est la distinction entre une interdiction judiciaire et qui permet en place publique de faire exister une controverse et une interdiction administrative. Je me posais la question pendant que tu parlais, l'interdiction du concert de Médine à la Reinerie par Moudinque ces jours-ci, de quoi relève-t-elle? Alors je me suis fait la réponse, à mon avis, donc c'est des raisons dites d'ordre public, c'est-à-dire de la capacité qu'il a comme, parce qu'un maire c'est un officier de police, de prendre des décisions d'ordre public, et c'est-à-dire des décisions administratives, qui sont effectivement toute décision d'ordre public est soumise à l'approbation, peut être soumise à l'approbation d'un juge après. Normalement c'est comme ça. Simplement, elle anticipe, c'est-à-dire par la fiction de la prévention d'un dommage, elle réprime. Et la distinction entre prévention et répression, elle est extrêmement ténue et elle dépend de ce que fait la justice après, si elle approuve ou pas. Alors, ça marche dans les États de droit, ça marche aussi dans les dictatures. C'est-à-dire que, j'aime à rappeler que le soulèvement de juillet 1936 par les généraux Franco et compagnie, c'était au nom de l'ordre public. Que le coup d'État en Argentine en 1976, c'est au nom de l'ordre public. Et donc l'ordre public est à la fois une pierre de touche de l'état de droit, mais aussi le principal drapeau de beaucoup de dictatures du XXe et du XXIe siècle. Et donc là, la distinction, elle est entre effectivement la croissance exponentielle aujourd'hui des décisions administratives. Et quand je dis ordre public, en plus, quand je le prononce aujourd'hui, ça fait quand même quelques années que c'est un thème qui est au centre de notre actualité, malheureusement, avec la question des violences policières et de la criminalisation de la protestation sociale, et de toutes les protestations sociales. Donc cette croissance exponentielle de la répression administrative, à mon avis, elle est à mettre au centre, dans la mesure où elle pratique la principale arme pour éviter
tout débat, pour annihiler, faire que les œuvres et les gens qui sont derrière n'existent pas. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce qu'a dit Adélie à l'instant, c'est que il y a un lien, une alliance qui se fait entre ce pouvoir administratif des Darmanin et compagnie, et Moudak, etc. Et là, alors, j'allais dire, on n'est pas officiellement dans l'extrême droite, hein, mais on sait bien, enfin, les critiques, je le vois sur Twitter, etc., ou même sur la place politique toulousaine, vis-à-vis du maire de Toulouse, c'est il drague l'extrême droite, etc. Il se rapproche d'eux, il va dans le sens de... et donc, la question de l'étiquetage politique, à mon avis, elle trouve ses limites là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une alliance entre cette répression administrative, avec sa croissance, voilà, la mise en exergue de danger, un danger énorme pour la société, un danger de dissolution des liens sociaux, un danger pour la sexualité des enfants, etc. Donc peindre des monstres qui vont annihiler la société, et puis pour justifier l'action répressive et faire en sorte que la justice, derrière, valide. L'alliance entre ces gens-là et, précisément, les pouvoirs factuels que sont les GAFA. Avec des liens financiers, en plus, entre les uns et les autres, qu'on peut soupçonner quand même à bon droit, hein, puisque on est quand même dans le monde de enfin, comme on dit, finance et groupe de pression. En Europe, on parle de groupe de pression. Dans d'autres parties du monde, on parle de corruption. C'est en général quelque chose qui se rapproche. On tient quelque chose d'énormément oppresseur. C'est-à-dire, et aujourd'hui, ce qui se passe en Espagne, on pourrait dire, oui, bon, retour au franquisme, etc. Et tout. Je pense que c'est plus que ça, parce que d'une part, l'interdiction de pièces de théâtre par la droite, les gouvernements de droite et extrême droite alliés, effectivement, elle se multiplie dans plein de villes espagnoles, mais cela repose aussi sur un certain nombre de consensus et de choses pas réglées dans la société espagnole. Je pense à la condamnation à la prison du rappeur Pablo Hasél en 2015 et en 2018 pour propos de louange du terrorisme, c'est-à-dire qu'il avait pris la défense d'anciens prisonniers des Grappos, c'est-à-dire ces groupes d'action d'extrême gauche, et pour insulte au roi. Et alors, un des éléments de sa condamnation, c'était l'humiliation de victimes du terrorisme. Et au titre de l'humiliation de victimes du terrorisme, on a pu interdire, par exemple, une caricature qui est assez courante en Espagne, même sur les réseaux, qui est de se moquer du numéro 2 de Franco, l'amiral Carrero Blanco, qui a été assassiné en 1973 par un attentat de l'ETA, et dont la voiture avait atteint le 6e étage. Et donc il y a tout plein de blagues sur le fait qu'il a appris à voler, c'est la première voiture volante, etc., qui sont aujourd'hui, ces blagues-là et ces dessins, censurés au titre de humiliation de victimes du terrorisme. Donc, les raisons, on en trouve toujours. Je pense qu'il serait intéressant de se focaliser sur les moyens, parce que s'il y a une croissance, et dans plein de pays, elle est tout à fait observable, c'est aussi un des signaux du recul de l'état de droit. Or, en France, aujourd'hui, je suis d'accord avec Adélie sur le fait qu'il ne faut pas minoriser l'importance qu'a un personnage, même s'il est juste l'expression de quelque chose, comme que Darmanin, c'est que le recul de l'état de droit en France, c'est tous les jours. Hein, c'est tous les jours. Et donc, je crois que la question de la censure, elle se pose dans ce cadre-là. C'est plus tellement où on en est par rapport à la censure des provoques du professeur Chombe. Je crois qu'en termes d'état de droit, on est bien en deçà de ce qu'a connu la France. Et on peut dire oui, sous De Gaulle, machin, etc., il se passait des trucs. Ouais, sauf que il me semble que les airs nauséabondes qu'on respire avec des odes au maréchal Pétain, des volontés de réhabilitation de Maurras,
le SNU, etc., nous emmène vers quelque chose de complètement différent et de quelque chose qui est difficile à étiqueter. Voilà, le danger de l'extrême droite, demain on va avoir le RN au pouvoir. Oui, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. C'est pas seulement avec des mesures comme ça. Enfin, on le sait tous dans le problème du caractère hégémonique, l'avenue à l'hégémonie du nazisme en 1933, il y avait le rôle central du Zentrum, c'est-à-dire un parti de centre démocrate chrétien. Et alors maintenant ça prend d'autres visages, d'autres moustaches, sauf que je crois qu'il y a là quelque chose dans l'avalanche qu'on sent qui nous arrive sur le coin du nez. Il y a ça qui est important. Et l'Espagne nous le montre, puisque si Vox et le Parti populaire peuvent faire, le Parti populaire, c'est quand même le parti qui se réclame d'être le centre droit, peuvent faire ce qu'il faut, c'est bien parce qu'on est dans une ambiance avec des reculs de l'état de droit qui se voient sur tous les plans. Et je crois que voilà, la question, elle est aujourd'hui beaucoup plus forte pour ces raisons-là. Florian. Oui, tout ce que ça m'évoque beaucoup de choses, tout ça. Alors, je vais partir d'une histoire concrète qui est la prison. Donc ce journal existe depuis 2001. Il a subi plusieurs vagues de censure. Moi, ce qui m'intéresse d'amener dans cette discussion, c'est de dire que la censure est toujours prise dans un rapport de force. Ça n'existe pas comme ça, indépendamment de ça. Au début des années 2000, vous vous souvenez le contexte, il y a un délire antiterroriste en France et partout dans le monde, suite au 11 septembre, et il y a des prisonniers en France qui se bagarrent dans les quartiers d'isolement et qui disent le D4 de Fleury-Mérogis, c'est Guantanamo, et qui arrivent au procès avec des t-shirts orange et qui commencent à fabriquer un conflit dans les quartiers d'isolement en France, qui a été un truc qui s'est répandu un peu partout. Dans ce contexte-là, disons qu'il y a le préfet, le futur préfet allemand, qui était à l'époque directeur de la pénitentiaire, qui crée donc les ERIS, donc qui crée les équipes régionales d'intervention et de sécurité, qui sont des équipes régionales, un genre de... Bon, lui, il veut présenter comme le GIGN de la pénitentiaire. En fait, c'est plutôt les CRS de la pénitentiaire. C'est moins noble pour les policiers. L'idée est d'intervenir pour casser les mouvements. La particularité, c'est qu'ils sont attachés à un fonctionnement régional et qu'ils arrivent cagoulés. La punité est due, garantie et statutaire. Donc, dans ce contexte-là, l'envolé circule, en prison, ils ont du mal à circuler, en fait, on va dire, et l'objet de censure, à partir du premier numéro, rentre en prison, puis plus du tout les autres, jusqu'à un numéro, je ne sais plus exactement, il faudrait que je reprenne, il y a une dizaine de numéros qui n'arrivent plus à rentrer. Donc il y a une vague de procès, il y a des plaintes qui sont instruites régulièrement avec une instruction, et à chaque numéro, est versé un nouvel élément de la plainte en diffamation. Ces plaintes ne concernent que des textes de prisonniers ou de prisonnières qui racontent comment on les tabasse, comment ils ne reçoivent pas leur courrier, etc. Autour de 2005, un procès a lieu et le journal, on arrive à extraire de prison les prisonniers, ça c'est un peu assez étonnant, qui ont écrit ces articles, et comme c'est le journal qui est poursuivi et pas les prisonniers, ils peuvent parler librement sur l'article qu'ils ont écrit. Là, vous voyez, ça c'est vraiment un peu fou, mais est-ce qu'il leur fait une tribune voilà. Bon, évidemment, le journal perd le procès, puisque c'est le même ministère, donc le ministère de la Justice, donc c'est aussi d'ailleurs on le surnomme dans la prison, on prend un vieux terme des années 50 qui est le ministère des tribunaux et des prisons. On reprend ce terme, c'est plus juste que le mot ambivalent de la justice, puisque la justice est aussi une vertu, semble-t-il. Donc voilà.
Donc, évidemment, le journal est condamné. Là, on est dans une autre phase. Une autre phase qui est intéressante à analyser pour la période actuelle. Il y a toujours eu des morts en prison. Il y a un mort tous les 3 jours en prison. Soit par suicide, soit par absence de soins, soit sous les coups d'hématons, mais c'est rare, disons que là depuis 25 ans, en tout cas moi j'ai que les chaînes de journal, c'est rare que des familles et des proches se mobilisent. C'est rare, difficile, il y a eu quelques tentatives. Et puis, il se trouve que l'énorme mouvement qu'il y a en France contre les violences policières a suscité en prison un mouvement contre les violences pénitentiaires. Je dis bien pénitentiaire et non pas carcérale. Pénitentiaire, c'est-à-dire que c'est l'institution qui est en cause et non pas... parce que l'institution pénitentiaire parle de violence carcérale qui renvoie en permanence à une sorte de numéro vert de violence entre des prisonniers. Mais là, on ne parle pas de ça. Ça peut exister, mais c'est très marginal par rapport à la violence structurelle de la prison. Alors évidemment, quand on a un ministre de l'Intérieur qui abuse de ses droits en reprenant la loi de 49 que plus personne n'utilisait, on peut lui rentrer dans la gueule. On sait que c'est Darmanin qui a fait ça. Lorsque c'est l'Église catholique qui veut interdire quelque chose parce que la Vierge Marie est maltraitée, on peut attaquer l'évêque qui fait ça, mais les anonymes qui sont derrière, les avalanches, les millions de messages haineux qui circulent sur Internet tous les jours, on ne sait pas qui sont les gens, il n'y a pas de répression, il n'y a pas une manière de la répondre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette espèce d'avalanche. Parce que si les gens étaient obligés de donner leur nom quand ils faisaient ça, 98% de ces messages disparaîtraient immédiatement. Donc c'est ça qu'il faut voir qui a changé dans la censure de notre époque par rapport à ce qu'était la censure avant. Voilà. Alors évidemment, après, si vous prenez les pays très dictatoriaux, vous allez en Turquie, vous allez voir Bolsonaro ou les crétins qui dirigent la Pologne, évidemment, là, ça se passe comme avant. Mais ça, c'est quelque chose qui, quelque part, recule dans les démocraties. Voilà. Je suis désolé, du coup, j'ai pas suivi sur la suite de Bolsonaro. Moi, je suis un peu resté sur tes premiers. Alors, est-ce que tu m'entends comme ça? Ouais, super. Je pense que c'est au niveau des retours, nous, on s'entend très bien et on ne s'entend pas très bien non plus. Mais c'est pas grave, je vais parler plus fort, plus articulé. Du coup, je reviens sur ton point sur le recours à la justice. Justice, à la justice, pas à la censure, à la justice. Et du coup, donc, moi je viens aussi pour faire un petit historique de par les archives, puisque c'est un peu notre rôle, et du coup faire une petite histoire de la justice en termes de répression de l'homosexualité. Juste ça. Dépénalisation du délit d'homosexualité, comme on peut le nommer, 82. 82. Donc, comment on peut faire confiance à une justice qui bouge autant et qui est jamais sûre? C'est-à-dire que les droits qu'on acquiert par la lutte, notamment cette abrogation de l'alinéa 2 de l'article 331, disons, du code pénal, c'est grâce à des militants, notamment. C'est grâce aussi au gouvernement qui veut une transformation sociale à ce moment-là, qui essaye de mettre dans sa poche ce nouvel électorat-là, mais c'est du coup le CUAR, qui est le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, qui vient aussi avec ces demandes-là. J'allais en venir. Ah oui, et qui ensuite dit bien dans ses communications qu'il ne faut pas lâcher parce que les droits acquis, aujourd'hui on s'en rend compte aussi, notamment aux États-Unis par le retrait du droit à l'avortement dans plusieurs États, on le sait. Et du coup, question pour toi, comment on fait confiance à une justice qui n'écoute pas, qui ne prend pas en compte et qui est au service du pouvoir et des personnes qui sont au pouvoir?
et des personnes qui ressemblent aux personnes qui sont au pouvoir. Comment est-ce qu'on fait confiance à ces personnes-là et à ces... Ah mais tout à fait, question ouverte. Répondre à ta place. Bien sûr, vas-y. Et oui, parce que je partage ton avis. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à la justice? Il y a des tas de décisions de justice qui me scandalisent, je ne suis pas d'accord et tout. Mais je dirais, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. C'est ça le problème, c'est que si c'est pas la justice, c'est qui? C'est Darmanin, c'est le plus fort, c'est la loi du plus fort, c'est le type qui va venir bousiller une œuvre d'art parce qu'elle ne lui plaît pas. Je ne vois pas ce qu'on pourrait trouver de mieux qu'un débat public avec tout le monde qui peut s'exprimer, tout le monde qui comprend ce qui est dit, ce qui est reproché, et un jugement. Juste le point, et un appel aussi. Oui, c'était pas de reprendre, c'était pas d'imaginer mieux, c'était juste de donner une piste de compréhension à pourquoi il n'y a pas de recours à la justice dans la majorité des cas des luttes, en fait, des luttes des personnes minorisées. Si je peux compléter ma réponse qu'a fait Bernard Joubert, ce que l'on dit tous les deux à propos de la justice n'obère pas le fait que comment te dire, le combat militant doit s'arrêter parce qu'il y a la justice. La justice, elle bouge parce qu'il y a un combat militant. Évidemment, les lois qui interdisaient, qui faisaient un délit de l'homosexualité, elles n'ont pas disparu parce que tout à coup, il y a un ministre de la Justice qui l'a décidé. C'est parce qu'il y a eu un combat. Ça ne veut pas dire que ça... Le combat militant est inutile. Au contraire, moi je suis militant en plein de trucs, donc voilà. Les groupes de pression qui font pression, si ça n'est pas en essayant de faire taire l'autre, moi je suis tout à fait pour. Je ne vois pas pourquoi. On n'est pas content de quelque chose, on gueule contre. C'est très exactement ce que j'ai dit dans ma première intervention. C'est simplement ce qui est bien. Si c'est un texte qui choque, il faut répliquer par des textes. Si c'est un dessin, il faut répliquer par des dessins. Il ne faut pas répliquer en disant « ferme ta gueule ». Voilà, c'est ça que j'ai dit. Avant de te passer la parole, je sais. Alors, on me fait signe dans la salle, au fond, qu'il ne nous reste plus que 10 minutes, donc j'aurais aimé aussi qu'il puisse y avoir quelques réactions aussi. Donc, ce que je propose, François, tu prends la parole, et peut-être après, on passera la parole aux jeunes qui veulent réagir aussi. Oui. François. Juste, je pense qu'on a deux schémas, et ils sont tous les deux basés sur ce que disait Floréal, des questions de rapport de force politique. Des questions de rapport de force politique, parce qu'on a quand même la censure comme répression politique et morale, elle s'exerce depuis des institutions qui ont pouvoir. Que ce soit Darmanin, que ce soit les maires des villes espagnoles dont on a parlé, que ce soit aussi par des lois, quand il y a un pouvoir politique qui va dans ce sens-là. Et ces actes politiques qui quelquefois prennent la forme d'actes administratifs, pour ne pas dire qu'ils sont politiques, s'appuient sur ce qu'ils imaginent être l'opinion. On le sait, l'opinion publique, c'est ce qu'on dit qu'elle dit. Et précisément, ces robots qui envoient des milliers, des dizaines de milliers de mails, c'est de la fabrique fictive de l'opinion pour pouvoir dire, regardez, on a des centaines de milliers de mères de famille qui veulent qu'on interdise tel film, tel machin. Mais pourquoi les forces obscurantistes de répression s'appuient sur ce genre de truc-là, où on sait très bien, effectivement, ces groupes de pression, en général, c'est des réseaux d'extrême droite, religieux, etc., qui ont de la force, qui ont très bien compris la façon dont ça fonctionnait, mais tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas mettre le monde dans la rue. Et je pense que je différencierais entre ça et le fait qu'il y a, quand il y a des décisions politiques qui sont prises, effectivement, ça peut être suite à des mouvements d'opinion, et des mouvements d'opinion véritables qui se manifestent dans la rue par des collectifs qui arrivent à un moment donné à faire changer la perception des choses, à faire changer les manières d'envisager la société,
et du coup qui gagne, mais qui gagne sur le plan politique, qui gagne des décisions politiques, comme la décision de 82, comme les questions de mariage, etc., comme les questions sur l'adoption dans pas mal de pays. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont capables de se mobiliser, qui arrivent. Je crois que l'appui des politiques répressives et obscurantistes sur les fausses opinions, les opinions fictives sur Internet, sont liées aussi à leur caractère extrêmement minoritaire dans le recul, dans la volonté de reculer sur le plan de l'ordre moral. Et aujourd'hui, en Espagne, on voit bien que la censure d'œuvres d'art est finalement un théâtre de l'extrême droite pour gagner des électeurs. Voilà, en gros, on censure tel truc, tout ce qui a un rapport avec l'homosexualité, tout ce qui a un rapport, etc. On le censure et comme ça on montre à nos électeurs, regardez, on fait ce pourquoi on a été élus, et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils n'ont rien d'autre. Parce qu'ils ne font rien d'autre. Et d'ailleurs, récemment, ils ont reculé aux élections, tout simplement parce que plein de gens qui votaient pour eux parce qu'ils agitaient le truc de l'Espagne éternelle, de la sexualité, paternalisme, machin, des gens qui commencent à avoir la dalle. Et qui commencent à voter aussi à partir de là. Donc je crois qu'il faut vraiment différencier, penser à cette question des rapports de force. La censure, elle vient du pouvoir, et les contre-pouvoirs qui se mobilisent de toutes les façons, en s'agitant, en criant, en faisant plein de trucs. Effectivement, quelquefois, ça peut être chaud, ça peut friter, mais c'est aussi, ça fait exister, ça fait monter des débats politiques, et ça permet de prendre des décisions politiques. Moi, je repense à ce film sur Act Up, magnifique, qui est passé, je ne me rappelle plus, 120 battements par minute. Voilà, c'est ça. Et effectivement, c'est fantastique. Après, oui, les mecs, ils arrivent dans des boîtes, ils balancent du sang, etc. Bon, ok. Mais après, on a des décisions politiques. On a des gens qui sont voués aux gémonies parce qu'ils ont dit « Ah oui, responsable n'est pas coupable ». Très bien qu'ils soient voués aux gémonies parce qu'ils sont devant la société maintenant coupables d'assassinat, tout simplement. Est-ce que je peux juste rajouter un tout petit élément, j'en ai pas pour long. Ça c'est un problème, on est concrètement la censure, les dernières censures sont face à un problème assez concret. C'est que je vous ai raconté la première vague de censure, ça a donné lieu à un procès. Et là, c'est pas le cas. C'est une interdiction administrative dans tous les conseils des prisons. Aujourd'hui, il y a un petit mot. Et il y a une directive qui passe, ce qui fait qu'évidemment, les matons viennent chercher directement les numéros dans les cellules et mettre la pression aux prisonniers, prisonnières transincarcérés, c'est sûr. Donc ça veut dire aussi que ce journal ne va pas circuler et que son objet principal, c'est-à-dire la circulation d'une parole en prison, disparaît, donc son intérêt aussi, en partie. Ça c'est une chose, mais cette mesure administrative, elle est très compliquée à contester. Beaucoup plus compliquée que s'il y avait une plainte où là, effectivement, on extrait les prisonniers, les familles sont là, et effectivement, sur une histoire, comme je vous ai raconté, la mort de Sambali à Saint-Martin-de-Ré, là, c'est difficilement contestable. Là, il n'y a pas de moyen. C'est une décision administrative, on essaie de contester, bon là, dans le journal, je ne vous raconte pas les détails juridiques, parce qu'il y a une avocate qui bataille, évidemment, pour contester le truc en disant, c'est un journal, on examine, on vous donnera une réponse dans un an. Il y a une urgence, c'est un journal, dans les 3 mois, il faut que vous dites quelque chose, sinon ça n'a pas de sens, ce journal ne va pas circuler dans un an. Donc ils ont les moyens, et ça c'est une tendance qui est une tendance répressive globale à des mesures administratives. Et je prends un autre exemple qui semble avoir rien à voir, c'est les amendes, la puissance qu'est en train de prendre les amendes en France. Ça paraît anodin, mais c'est impossible de contester une amende. On l'a vu avec le confinement, c'était délirant avec une petite feuille, là, on était là. C'est des amendes qu'on s'est prises. Et comment on pouvait, c'était quasiment impossible. Dans le sud-ouest, on a essayé de contester ça, on l'a fait, mais c'est super compliqué. Et ça, c'est un biais, pareil pour le droit des étrangers. C'est du droit administratif.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui c'est une tendance, moi je trouve que c'est une tendance profonde de fascisation du pouvoir, et pour autant, je partage tout à fait le point de vue, je n'ai absolument pas confiance dans un juge. Mais voilà, c'est juste, et je ne crois pas à la justice de ce pays, comme dit la patrie, quoi. Mais faut vraiment, enfin, mais il y a une tendance qui est là en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir dans la salle? Vous avez le micro à votre disposition. Bonsoir. Alors, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés ce soir. Et il y en a un que j'ai entendu vraiment évoquer à plusieurs reprises et que j'ai pas entendu être plus abordé que ça. C'est la question du racisme, de la lutte contre le racisme. J'ai entendu l'expression prononcée à plusieurs reprises. Or là, face à moi, je compte 7 personnes blanches. Détrompez-moi, enfin corrigez-moi si je me trompe, mais il y a 7 personnes que j'identifie comme blanches. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une silenciation des personnes racisées dans l'espace public qui va jusque dans les milieux de gauche et dans les débats qui s'identifient comme à gauche? Qui veut répondre? Oui, effectivement, il y a un gros problème. Alors, ça serait ouvrir, comment dire en espagnol, c'est ouvrir un gros melon qui donnerait lieu à beaucoup de débats. Là-dessus, je rejoindrai assez les analyses sur les problèmes qu'a la gauche en France par rapport au colonialisme et à la domination coloniale. Après même la domination coloniale, aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue-là, oui, effectivement, vous avez complètement raison. Parce que, je peux dire quelque chose encore? Parce que vous avez abordé, vraiment, il y a eu un fil rouge, j'ai l'impression, qui a traversé chacune de vos prises de parole, c'est la montée de l'extrême droite, l'alliance entre l'extrême droite actuelle et un LR qui sociotise. Donc de la droite plus traditionnelle et de l'extrême droite. Et en fait, moi, j'ai l'impression de voir plus progresser vous avez parlé, moi je pensais à tout ce qui se passe autour d'Assa Traoré. Vous avez parlé de l'annulation du concert de Médine à la Rainerie. Moi, plutôt, le continuum que je vois là-dedans, c'est justement le racisme qui progresse. Et donc, je me dis, est-ce que cette question, elle ne devrait pas être centrale dans la question de la censure et de la silenciation des personnes minorisées? C'est une question que je pose à tout le monde, pas juste à vous. Oui. Non, enfin, après... alors, je m'explique mon point de vue là-dessus. Quand je parlais justement qu'il ne faut pas loucher sur l'extrême droite, je ne pensais pas qu'à Éric Ciotti. Je pensais aussi à toutes les manœuvres aujourd'hui pour faire exister une extrême droite vraiment de gauche. Alors je ne vais pas donner de nom, mais c'est effectivement quelque chose qui est central. Bon, alors je ne vais pas me faire que des amis, mais je trouve que dans le dernier bouquin de Boutelja, elle pose bien le doigt sur là où ça fait mal. Sur cette question du rapport entre ceux qu'elle appelle les barbares et les beaufs, aujourd'hui qui est au centre de l'enjeu politique. Alors ça va bien au-delà de la question de la censure, mais à mon avis c'est central, et on le voit. Et de ce point de vue-là, justement sur la question de Médine, j'ai l'impression que, enfin, comme elle le dit elle-même, d'ailleurs son bouquin a eu un succès phénoménal, il y a des frémissements. De ce point de vue-là, ça commence à faire partie du débat dans la gauche en général. Même si, comme je le disais, il y a aussi une proposition d'une extrême droite vraiment de gauche, en même temps dans l'arène politique. Moi, je vais prendre une autre casquette, c'est pas celle de l'Envolée, mais celle des éditions du bout de la ville, qu'on a créée en 2012. Notre boulot, c'est d'essayer précisément de faire sortir ces paroles. Bon, moi, je serais ravi que tout le monde le fasse. Bon, on le fait, voilà. Je vais donner 2 exemples de bouquins qu'on a fait. Un premier, Kamel Daoudi. Kamel Daoudi a signé à résidence depuis 14 ans, il pointe 3 fois par jour au commissariat.
Il a donc pointé plus de 26 000 fois au commissariat, il a fait 1,5 fois le tour de la Terre à pied ou à vélo pour aller pointer. Et il raconte ça. Je veux dire, il a très peu d'audience. Je veux dire, nous, c'est parce qu'on est dans un rapport avec lui qu'on essaie de lui donner, de porter, pas du tout d'être des porte-paroles, ça ne nous intéresse pas, mais éventuellement des porte-voix. Bon, ça, c'est l'expression la plus... pour que lui prenne la parole et qu'on s'efface. Le but, moi je suis là, il y a de la lumière sur moi, mais moi, si je disparais, ça me va très bien. Ça, c'est déjà... Je donne un autre exemple, Aurélie Garand. Aurélie Garand, elle se définit comme une voyageuse. C'est ce que l'État définit comme les gens du voyage. C'est sans doute les gens qui font le plus l'objet de racisme en France, c'est les colonisés de l'intérieur. Personne ne leur donne la parole. Personne. Aurélie Garand, en 2017, son frère Angelo est en prison. Il a une permission, il sort, mais il ne revient pas. Le GIGN vient chercher, le tue. Il met toute sa famille contre le mur, voilà, et il le tue. Ça fait 6 ans que cette femme est là et qu'elle elle crie, elle prend la parole, etc. Avec elle, avec nous, elle fait ce bouquin, depuis qu'ils nous ont fait ça. Donc on essaie, nous, par tous les moyens possibles, que cette parole, elle l'apprenne. Il y a un bouquin qui existe, qui est par un des plus grands sociologues français, Didier Fassin. Il a écrit un livre sur cette histoire qui s'appelle « Mort d'un commis voyageur ». Pour nous, c'est pas notre affaire, ça. Notre affaire, c'est de lui donner tous les moyens pour qu'elle prenne la parole. Et les moyens qui sont faibles, parce qu'on n'est pas une grosse maison. Voilà. Mais le but d'une maison d'édition comme la nôtre, ou de l'Envolée, c'est de s'effacer. Alors je suis là, je suis dehors, je peux le faire. Et par exemple, l'Envolée est constitué de prisonniers et de prisonnières qui peuvent être racisés d'ailleurs. Enfin, c'est essentiellement le cas en prison. Mais voilà. En tout cas, et le fait que nous, que je sois blanc, cis, etc., que je puisse prendre la parole, je sais que j'ai le micro dans la main et je ne parle pas de ma vie à moi. J'essaie de dire, il y a d'autres vies, regardez-les, les autres vies. C'est ça. Du coup, c'est un peu ce qui se passe quand même autour de cette table. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est quand même sur une frange plus à gauche. C'est un problème, ça je te l'accorde. Et de toute façon, on fait avec cet état de fait. C'est un problème. Il y a un problème de racisme structurel dans ce pays. Ça, je peux le dire. On peut le décliner à tous les étages. Et quand on est à la place qu'on occupe là, comment on fait pour parler de ces gens qui ne peuvent pas la prendre, cette parole, quoi. Comment on fait pour leur donner, quoi. Voilà. Est-ce que je peux répondre à ma place, en tout cas aujourd'hui? Ouais, merci. Moi, je trouve que le fait d'avoir la focale aussi précisément sur une accusation d'hystérie ou ce que je sens un peu en filigrane, enfin en tout cas dans son discours, c'est que quand en fait il y a cet amalgame-là, ça prend toute la place, toute la parole. Et que je trouve que la censure, ça ne concerne pas uniquement des artistes qui ont déjà une renommée et que c'est extrêmement pragmatique, notamment dans l'accessibilité, parce qu'on parle beaucoup de la liberté, des libertés d'expression, de circulation. La liberté, ça a vraiment quelque chose de presque philosophique quand on n'a pas accès. Et les personnes racisées, elles n'ont pas accès à la scène, là. Et comment est-ce qu'on fait? Nous, on ne peut peut-être pas faire grand-chose, si ce n'est dire. Et la programmation, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Déjà, nous, on est là, on était comme wouhouhou, mais en arrivant en ayant la trouille, en disant, est-ce qu'on va pas faire caution? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été cité dans le programme? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été cité en tant qu'archive? Donc on en est déjà là, c'est un tout petit, mais il faut être conscient en fait de la place de dominant qu'on prend là quand même en prenant ce micro-là. Et effectivement, c'est pas n'importe quel profil. Et je trouve que là, il y a énormément de propos qui pour moi peuvent se résumer à on n'aime pas quelqu'un qui dit quelque chose qui nous plaît pas, on n'a qu'à s'en aller, mais qui sont hors sol pour moi par rapport aux réalités que des personnes minorisées peuvent vivre et qui reviennent un peu à la France, tu l'aimes ou tu la quittes, ma culture, tu l'aimes ou tu la quittes, qui a soit un périphérique culturel mais plutôt géographique, mais ça revient à peu près au même. Et pour moi, je pense que les premières violences dont on avait pu parler ce soir, ce sont les violences policières. Ce qui s'est passé là par rapport à après la mort de Naël par exemple, et que ça c'est des choses qui ont à peine été effleurées et qui nécessiteraient quasiment de prendre au moins 50% de la place sur qu'est-ce que c'est la censure aujourd'hui.
Eh bien, on a parlé des artistes. C'est quoi cette place des artistes aujourd'hui en France? Pourquoi est-ce que le premier droit qui est défendu ce soir, c'est le droit d'offusquer? C'est le droit de choquer. On en a d'autres en fait, des droits qu'il faut batailler dessus, quoi. On en a vraiment besoin, et on a besoin d'alliances. Et aussi notamment par rapport aux alliances pour rejoindre la participation dans le public, c'est un endroit où il y aurait eu besoin d'alliances, où il y aurait eu besoin qu'on converge, c'était après la mort de Naël. Où étaient les personnes blanches dans la rue? Est-ce que c'était leur place? Oui, en tant qu'alliés et en soutien. Mais elles étaient où? Elles étaient dedans. Ça a duré quoi? Ça a duré quelques temps en publication sur les médias, mais aujourd'hui, les personnes blanches, elles sont où dans les luttes antiracistes? Il y a des éditions, il y a des maisons d'édition qui font un travail de fou. Je pense notamment à Premier Matin de Novembre, PMM, maison d'édition toulousaine, qui prend position, qui publie Mathieu Rigouste. Et c'est déjà énorme, mais où est-ce qu'on... Enfin, nous, qu'est-ce qu'on fait là pour les luttes antiracistes, en fait? Sur cette scène, rien. Là, on ne fait rien. Dans la programmation du festival, donc peut-être qu'on se pose les questions à ce niveau-là aussi. Et la proposition du départ aussi de cette discussion, quand on a eu l'occasion de se rencontrer pour la préparer, c'était de se dire où est-ce qu'on se rejoint, où est-ce qu'on se rencarde, où est-ce qu'on se rencarde et où est-ce qu'on prend part à une lutte commune à un moment donné. Et je pense que cette discussion sur la censure devrait nous amener à ça, à voir où est-ce qu'on est d'accord et où est-ce qu'on peut converger. Mais moi, je ne vois pas tellement où on est en désaccord profond. Non? Longtemps. Évidemment, on a des visions d'approche différentes de la vie, de la société, on a nos combats, chacun les nôtres. Mais par exemple, les combats qui sont les vôtres, si vous lisez le bouquin, il y en a plein. Il y en a plein dedans. Toutes les censures qu'il y a eu pour des ouvrages, parce que bon, c'est un truc sur les images, donc évidemment c'est de la création, je ne parle pas du reste. Elles y sont toutes. Je crois que j'en ai pas occulté une. J'ai reproduit des images, y compris les plus délirantes. Je voulais tout à l'heure parler de l'histoire des deux pingouins, là, vous savez, du livre des dessins d'Henri Cole, qui s'est inspiré de ça. Enfin, il y a deux auteurs qui sont inspirés de cette histoire qui était parue dans les médias d'un couple de pingouins mâles, etc. Ça a pris des proportions aux États-Unis, mais hallucinantes. C'est raconté. Donc, tu vois, je ne vois pas vraiment où il ne peut pas y avoir des combats communs là-dessus. Maintenant, pour autant, ça ne veut pas dire que sous toutes les formes de lutte, on va être d'accord. Parce qu'on n'a pas les mêmes histoires, on n'est pas dans le même... on n'est pas dans les mêmes circuits, on ne fait pas les mêmes boulots, on n'a pas les mêmes âges, on n'a pas le même sexe, voilà. Donc, chacun a son combat, chacun combat ce qui lui paraît inacceptable, c'est-à-dire, en ce qui me concerne, je parle que de moi, pour moi, ce qui est inacceptable, c'est tous les gens qui ne supportent pas de laisser parler et s'exprimer quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux. Et dans ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai bien retenu l'idée qu'il y a des gens qui ne... Tout ce que tu as dit aussi, bon, il y a des gens évidemment qui sont censurés en permanence sur leurs paroles, sur leur expression, sur ce qu'ils ont à dire, etc. Mais ça veut dire que si on combat pour que cette expression se fasse, il faut accepter que l'expression inverse est aussi ce droit. Et ça pose des problèmes à chacun d'entre nous, ça m'en pose un moi. Moi, par exemple, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une police de la pensée. On ne peut pas faire une police de la pensée. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui pense que la race blanche est supérieure
de penser qu'une race blanche est supérieure. C'est un imbécile, c'est un salaud, c'est tout ce qu'un raciste. Mais vous n'allez pas changer sa pensée. Par contre, là où il faut intervenir, c'est que si au nom de cela, il a des propos ou des actions, ou qu'il incite par ses propos à des actions qui peuvent être violentes, qui peuvent aller très souvent jusqu'au meurtre, etc. Pour moi, c'est un criminel. Et là, il faut taquer. Okay. Mais tu veux pas le condamner dans sa tête. Ça, c'est pas possible. Le fait que cette personne ait place à la parole ou place de donner son opinion est déjà un acte extrêmement violent, et c'est déjà un acte qui va venir offenser, stigmatiser et blesser des communautés. Maintenant, c'était pas du tout ce sur quoi je voulais aller. Quand tu demandais si on était si éloigné que ça politiquement, est-ce que tu peux montrer la couverture de ton livre, Yves? Oui, bien sûr. C'est un tableau de Tsvetkov, enfin, il l'a nié, mais c'est lui qui l'a fait. Ah, pardon, excusez-moi. C'est un tableau donc qu'a fait un grand peintre russe qui s'appelait Tsvetkov, qui est mort, je crois, il y a 2 ans, pour évidemment se foutre de la gueule du côté rouleur de mécanique, Poutine, etc. Évidemment, de toute la répression qu'il peut faire, puisque l'homosexualité est toujours interdite en Russie. Et donc, il l'a représenté en drag queen. Alors évidemment, police. Alors, c'est quelque chose qu'il avait fait sur son site. Il avait fait sur son site. Évidemment, le site étant surveillé, il s'est fait coincer par la police. Et il a expliqué que, ben non, il avait trouvé ça sur Internet, qu'il regrettait beaucoup. Il a fait 14 jours de prison. Il aurait pu se faire descendre, il aurait pu être encore au bail. Mais enfin, bon, il a réussi à s'en tirer. Il y a des réactions dans le public, ça se voit, ça s'agite. Oui, bah c'est juste qu'on vous demandait juste de montrer la couverture. Je crois que c'est à ces personnes de parler. Prends un micro. Cela dit, la couverture, c'est l'éditeur qui a préféré ça. Moi, j'avais une autre idée, mais je la trouve très marrante. Alors, elle est marrante, mais... Pour Poutine. Ben, pas trop pour nous. Dans le sens où, je pense que ce qui diffère dans le discours... Je vais faire ça. Je vais faire comme ça, là. Non, mais je comprends. Ouais, ça, je peux m'adapter. Ce qui diffère dans nos discours, pour moi, entre nous, on a des points d'acquaintance, mais c'est le prisme du rapport de pouvoir. Et ça, vraiment dans la balance, ça compte très fort. C'est-à-dire que de mettre en équilibre, voire à égalité, les mamans, comme tu dis, qui grincent sur des choses morales ou qui peuvent leur blesser, et des propos religieux d'extrême droite, là on n'est pas d'accord, parce que les mamans, comme tu as cité, ou les communautés racisées, ou TPG, on n'a pas le même poids politique. Et en fait, là, assez crûment, mais pour nous, potentiellement, cette couverture, elle joue sur nos codes communautaires. Et c'est un peu compliqué que dans ce même livre, ou dans en tout cas les paroles que tu peux porter, tu peux nous amalgamer avec de l'extrême droite à certains endroits, parce que nous, dans les contestations qu'on peut poser, c'est-à-dire que par exemple, Vives, s'il avait été là, moi j'aurais été à la porte, j'aurais gueulé comme un putois, avec 500 féministes de Toulouse, parce que quand même c'est Toulouse, quoi. Et on n'aurait pas été copains, quoi. Mais parce qu'on est dans des camps politiques opposés à cet endroit-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des points d'acquaintance. Mais du coup, si tu vends un livre dans lequel tu parles de censure avec un travail de collection qui est très bien fait, mais à l'intérieur duquel tu contestes cette part de nos réalités tout en utilisant une iconographie de notre communauté, ça nous fait des nœuds dans la tête. Attends, c'est pas une iconographie d'une communauté, c'est le travail d'un peintre qui était par ailleurs totalement hétérosexuel. Donc, voilà. C'est ce qu'on dit. Non, mais c'est pas une image qui vient d'une communauté. Il y a un drapeau LGBT derrière, le travestissement c'est quelque chose sur lequel en fait, nos communautés se font littéralement péter la gueule, que c'est vraiment quelque chose qui est culturel. Les hétéros font pas trop ça, à part bourrer en fin de soirée pour rigoler, mais quand même, se maquiller en tant que mec comme ça, c'est un code de travestissement, voire de meuf trans. Justement, c'est pour se foutre de la gueule d'un macho. Voilà. Il est là le problème. Non,
Tu veux prendre la parole? Bah, en fait, utiliser les codes, comme Adélie disait, qui peuvent être... Bon, micro. C'est bien, alors en fait, utiliser les codes qui peuvent être celui, comme disait Adélie, soit des personnes travesties, soit des personnes transgenres. Moi, je vois pas pourquoi, en tant que personne trans, j'ai envie que mon image, elle soit accolée à celle de Poutine, même si c'est pour lui créer du tort, par exemple. Surtout pour lui créer du tort. Non, mais parce qu'en fait, je suis une personne transgenre, je suis une meuf transgenre, et là, en fait, ce que je vois là, c'est quelque chose, moi, par exemple, là, Poutine s'est utilisé pour le tourner à la dérision. Moi, quand je l'ai fait, j'en ai pris plein la gueule. Et en fait, je pense que c'est ça qu'essayait de souligner Adélie, c'est que vous avez une vision de la subversification de ces codes-là, et nous, on en a une. Et en fait, on n'a pas le même prisme. Ah ouais, ça, j'en doute pas, mais... non, mais il ne faut pas être aveugle, en fait. Plein la gueule, là. Oui, mais à travers Poutine, excuse-moi, c'est-à-dire que vous renforcez des stéréotypes qui sont que déguiser pas moi qui un homme, hommage à cette Vetkov. Il est la couverture de votre livre. Donc je pense qu'à un moment, il y a une prise de responsabilité qui peut être faite. Et c'est un exemple. Prendre des codes féminins, des codes d'une communauté trans, d'une communauté de drag queen, pour faire une blague et ridiculiser un macho qui est aussi un dictateur, ce n'est pas drôle pour des personnes dont c'est l'identité et dont ce sont les codes culturels. Utiliser les codes culturels d'une communauté minorisée, opprimée aussi, qui subit de la violence, qui subit de la répression, ce n'est pas drôle. Je suis pas sûr que pour Poutine c'était drôle non plus. Mais j'imagine, mais drôle, je sais il n'a pas fait ça. Le cas de Stanikov, il a fait un tableau, il n'a pas fait un... Je dis juste que les moyens utilisés pour faire votre blague ne sont pas les bons. Et c'est ce qu'on a essayé de vous faire passer ce soir. Est-ce qu'il y a une autre prise de parole, puisqu'il va falloir que nous quittions la salle? Ce sera la dernière. Bonjour, j'ai un exemple, je pense, qui va peut-être, que je trouve qui explique peut-être bien ce désaccord. C'est par exemple, il y a Gérard Depardieu qui est venu à Toulouse faire un concert et une manifestation contre la venue de Gérard Depardieu, puis qui reprenait du Barbara sur le thème L'aigle noir c'est toi, après les multiples accusations d'agression sexuelle. On est dans un cas où on sait que la justice fait rien. Des personnes ont eu y compris Gérald Darmanin, accusé d'agression sexuelle plusieurs fois. On sait que la justice est complètement à plat. Je pense que là il y a une cristallisation de est-ce que c'est légitime ou pas d'aller empêcher ce concert. Moi j'espère qu'il ne fera plus jamais de concert. Pourtant je ne suis pas l'État et j'espère que si les gens vont le faire chier à chaque concert, il va arrêter. Et ça ne correspond pas à ce que vous dites sur la justice, mais en fait dans la réalité la justice fait rien. Alors soit on se regarde dans les yeux et on dit bon bah tant pis, ou alors on fait des choses pour que ça bouge. Et ça, pour moi en tout cas, c'est un exemple qui cristallise ce désaccord. Il y a un historien des médias qui s'appelle Laurent Martin, dont j'aime bien le travail, qui dit « La censure permet de dire autant qu'elle empêche de dire, elle oriente les opinions plus qu'elle ne les interdit. » Je trouve ça assez intéressant. Je crois que nous allons conclure là-dessus. Vous remercier d'être venus, remercier tous nos intervenants. Vous souhaiter à tous et à toutes une excellente soirée. Merci beaucoup. Et dire que le Fifibro continue jusqu'à dimanche. Merci encore et bonne soirée. C'est fini, il filme encore. J'arrête.